Bonjour à tous, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc nous reprenons notre travail sur l'autobiographie, avec notamment le premier texte donc qui fera partie de la liste des textes pour le bac. C'est un extrait de Jules Vallès, L'Enfant. Donc voici l'œuvre en question. Donc vous voyez, c'est un roman assez court, hein, et qui va raconter bien l'enfance de l'auteur. Voilà, alors le passage en question, c'est l'incipit. Souvenez-vous, l'incipit, ce sont les 2 ou 3 premières pages d'un roman. Donc le texte va commencer dès le début, hein. Ai-je été nourri par ma mère, et puis il s'arrête ici. Ma mère a bien fait de me battre. Donc voilà le texte sur lequel nous allons travailler. Avant, on va faire une petite présentation de l'œuvre. Alors, d'abord, L'Enfant fait partie de ce qu'on appelle une trilogie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier tome, en fait, d'un roman autobiographique en 3 parties. Donc la première partie, c'est donc l'enfant, deuxième partie, le bachelier, troisième partie, l'insurgé. Il s'agit donc d'un roman autobiographique, donc comme je vous expliquais la dernière fois, c'est un genre qui est à cheval entre le roman, c'est-à-dire la fiction, et l'autobiographie. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure un petit peu dans le détail, mais avant, on va dire 2 mots du mouvement littéraire du réalisme. Pourquoi ? Eh bien parce que Jules Vallès, l'auteur Jules Vallès, appartient à un courant littéraire que l'on appelle le réalisme. Le réalisme, c'est un courant littéraire du XIXe siècle, que l'on a tendance souvent à opposer au romantisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, pour caractériser de façon assez simple ce qu'est le réalisme, eh bien on va dire que le réalisme consiste à décrire. À décrire quoi ? Eh bien à décrire d'abord la société, et notamment l'évolution des classes sociales à l'intérieur de la société. À décrire aussi les mœurs, les habitudes de vie des gens, et à décrire aussi l'époque, les changements politiques, les changements économiques, tous ces aspects-là. Donc le mot clé qui est au centre du réalisme, c'est le mot « décrire ». Donc il s'agit donc de décrire la société, les mœurs et l'époque. Il s'agit aussi de décrire ce que l'on appelle le déterminisme social. Alors qu'est-ce que c'est que le déterminisme social ? Eh bien, c'est le fait, alors je vous donne ici une définition assez simple, que le destin d'un individu est en grande partie déterminé par son appartenance sociale. Ça veut dire tout simplement que si vous naissez dans une famille de paysans au XIXe siècle, eh bien vous avez peu de chances de terminer votre vie dans la richesse et dans le confort d'un grand bourgeois. Vous avez peu de chances d'acquérir la culture bourgeoise de l'époque. Il y a d'autres formes de déterminisme. Ici, ce qui importe à l'écrivain, c'est ce qu'on appelle le déterminisme social. C'est-à-dire que, en fonction de votre classe sociale, vous risquez d'avoir, en quelque sorte, une vie, un chemin prédéterminé. Alors, je vous disais aussi que le réalisme s'opposait, on avait tendance à opposer le réalisme au romantisme. Le réalisme, c'est un courant littéraire qui vient juste après le courant du romantisme. Or, le romantisme, c'est une vision du monde qui a parfois tendance à idéaliser les choses. Et donc, par déduction, on dit souvent que le réalisme s'oppose à l'idéalisme. Un écrivain qui se dit réaliste, c'est un écrivain qui veut montrer la société telle qu'elle est. La société, la vie, l'histoire, l'individu, bref, en tout cas, qui veut s'opposer à l'idéalisme. Donc voilà pour le mouvement littéraire du réalisme.
maintenant, on va s'intéresser à cette notion de roman autobiographique. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un roman autobiographique? Eh bien parce que l'enfant, c'est certes très inspiré de la vie de Jules Vallès, mais en même temps, il prend des libertés. De temps en temps, ce qu'il dit, va être complété par de la fiction. Il va inventer. Ça n'a pas la rigueur d'une vraie autobiographie, avec des dates précises, avec des lieux précis. Ici, Jules Vallès est à cheval, donc entre la fiction du roman et l'exigence de vérité de l'autobiographie. Alors, regardons ça en détail. Si on regarde donc la biographie de Jules Vallès, donc la biographie, ce n'est pas l'autobiographie, la biographie c'est la vie de Jules Vallès vue par des spécialistes de la biographie. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que Jules Vallès est né en 1832 au Puy-en-Velay. On sait qu'il a eu une enfance difficile, c'est-à-dire dans un milieu relativement pauvre. Il a eu beaucoup de frères et sœurs qui sont morts en bas âge. Un milieu assez violent. Sa mère était assez violente, son père était très distant avec lui, donc des rapports parentaux difficiles. Et puis ça a été aussi une enfance révoltée, c'est-à-dire que Jules Vallès, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre l'éducation qu'on a essayé de lui donner. C'est aussi quelqu'un qui s'est ensuite révolté politiquement, plus tard. Donc ça c'est par rapport à la vie de Jules Vallès. Le père de Jules Vallès était instituteur, et sa mère était fille de paysan. Donc là, on a des indices importants. Il vient d'un monde paysan, et il a appartenu à une famille plutôt pauvre. Donc ça, c'est la vie de Jules Vallès, c'est-à-dire la vie de l'auteur. D'accord ? Si maintenant on regarde ce qui se passe donc dans le roman autobiographique L'Enfant, eh bien qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien on constate que Vallès décrit une famille d'anciens paysans, les Vintras, qui tentent d'accéder laborieusement à la bourgeoisie. Donc lui aussi vient d'une famille de paysans, donc on a déjà ce point commun. Ensuite, on retrouve le même milieu social, c'est-à-dire que le personnage principal qui est au centre du roman, qui s'appelle Jacques Vintras, appartient lui aussi à une famille pauvre. Et on retrouve surtout les mêmes thèmes, donc pauvreté, violence et révolte. Donc on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre la vraie vie de Jules Vallès et puis la vie de Jacques Vintras. Par contre, comme je vous disais, quand on lit L'Enfant de Jules Vallès, on ne retrouve pas de date précise, ni d'adresse précise. L'autobiographie classique, justement, alors je vais vous montrer un extrait d'un autre livre, André Gide, Si le grain ne meurt. Donc vous avez l'incipit de ce texte, qui est vraiment une autobiographie au sens strict du terme. Alors comment ça commence ? Je naquis le 22 novembre 1869, mes parents occupaient alors, rue de Médicis, un appartement au 4e ou 5e étage, qu'ils quittèrent quelques années plus tard, et dont je n'ai gardé souvenir, etc. Donc, vous avez ici une date précise, un lieu précis, la rue, l'étage, etc. Ici, vous allez voir, vous n'avez aucune indication. Le texte commence « Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait ? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, etc. » Et même quand on continue, on n'a pas d'indication précise
sur son lieu de naissance, sa date de naissance, sur des noms de rues. Un peu plus tard, on aura le nom de la ville en question, mais tout cela est assez vague. Autre chose, alors la chose la plus importante, en fait, c'est que le prénom, pardon, de l'auteur, Jules Vallès, ne correspond pas au prénom et au nom du personnage en question, du personnage principal, puisqu'il s'appelle Jacques Vintras. Donc on passe, en fait, de Jules Vallès, donc qui est le nom de l'auteur, et le nom du personnage, c'est Jacques Vintras. Voilà. Donc vous constatez la différence. Dans une autobiographie, si c'était une stricte autobiographie, le personnage aurait le même nom que l'auteur. Ici, l'auteur va créer une sorte de pseudonyme, il va se cacher derrière le nom de Jacques Vintras. Alors, si vous êtes attentif, vous remarquerez que ce sont les mêmes initiales. Et quand on lit le roman, donc L'Enfant, et quand on connaît la vie de Jules Vallès, on se rend bien compte que c'est un roman autobiographique, c'est-à-dire vraiment très inspiré de sa vie. Donc, voilà pour la présentation, et voilà le texte en question. Voilà, donc ça tient sur une feuille. Voilà. Alors, on va faire d'abord, dans un premier temps, une lecture. N'oubliez pas que le jour de l'oral, la lecture, c'est un moment fondamental, puisqu'à travers votre lecture, l'examinateur va pouvoir déjà juger si vous avez compris ou pas le texte. Alors, Jules Vallès, L'Enfant. Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas d'une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté, j'ai été beaucoup fouetté. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Mademoiselle Ballandreau m'y met du suif. Alors, entre parenthèses, le suif, c'est une sorte de pommade, en quelque sorte, pour apaiser les brûlures. Et donc, Mademoiselle Ballandreau, en fait, c'est la bonne, en quelque sorte, qui vit avec la famille Vintras. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. V'lin, v'lan, zon, zon. Voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Petite remarque, le petit chose, ici, c'est une référence, en fait, à un roman d'Alphonse Daudet, qui raconte, lui aussi, la vie d'un enfant battu et mal aimé. Mais un jour, que j'avais levé mon pan, alors le mot pan, ici, désigne le pantalon. Donc l'enfant vient d'être fessé, l'enfant vient d'être battu, fouetté, et voilà ce qui va se passer donc. Mais un jour que j'avais levé mon pan, parce que cela me cuisait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour. Mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose. Lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter », « Madame Vintras, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. »« Oh, chère mademoiselle, vous êtes trop bonne. » Mademoiselle Ballandreau m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi je crie. Ma mère remercie, le soir, sa remplaçante. « À votre service, répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette.
Mon premier souvenir date donc d'une fessée, mon second est plein d'étonnement et de larmes. Donc on voit ici, à travers cette phrase, mon premier souvenir date donc d'une fessée, mon second est plein d'étonnement et de larmes, qu'on est bien dans un récit autobiographique, puisque l'auteur se souvient. Il cherche à faire émerger les souvenirs de son enfance. Deuxième souvenir, donc, c'est au coin d'un feu de fagot, sous le manteau d'une vieille cheminée, ma mère tricote dans un coin. Une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des planches rongées quelques assiettes de faïence bleue avec des coques à crête rouge et à queue bleue. Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin. Les copeaux tombent, jaunes et soyeux comme des brins de ruban. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées. Ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui fait le fer. Le chariot va être fini. J'attends, tout ému, et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui. Un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné, l'écume aux lèvres, les poings crispés. C'est ta faute si ton père s'est fait mal. Elle me chasse dans l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. Je crie, je demande grâce, et j'appelle mon père. Je vois avec ma terreur d'enfant sa main qui pend toute hachée. C'est moi qui en suis cause. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir? On me battra après si l'on veut. Je crie. On ne me répond pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir. On met des compresses. Ce n'est rien, vient me dire ma cousine, en pliant une bande de linge tachée de rouge. Je sanglote, j'étouffe. Ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j'ai peur tous les soirs. Je puis avoir 5 ans et me crois un parricide. Ce n'est pas ma faute pourtant. Est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot? Est-ce que je n'aurais pas mieux aimé saigner moi et qu'il n'eût point mal? Oui, et je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi. C'est que maman aime tant mon père. Voilà pourquoi elle s'est emportée. On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu'il faut obéir à ses pères et mères. Ma mère a bien fait de me battre. Bon, voilà pour cette lecture de présentation. On va s'intéresser un petit peu maintenant au détail du texte. D'abord, on va repérer les champs lexicaux. Alors, un premier champ lexical important, c'est le champ lexical, évidemment, de la violence. Je vous ai mis ici en orange et un peu plus bas en jaune, donc le champ lexical de la maltraitance, en quelque sorte. Vous avez ici le terme fouetter, qui revient 5 fois. Ici donc au participe passé, ici au présent, et ici à l'infinitif. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le terme apparaît 5 fois. Et un peu plus bas, la mère donne un coup violent, et donc elle a l'écume aux lèvres et les poings crispés, et la ligne suivante, elle me chasse sur l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. Donc on a ici une gradation dans la violence. Au départ, c'est en quelque sorte une fessée, en quelque sorte, comme il le dit d'ailleurs. Où est-ce qu'il dit ça? Voilà, mon premier souvenir date donc d'une fessée, mon second est plein d'étonnement et de larmes. Donc le fouet, la fessée, et puis à la fin ce moment voilà, où la violence s'accentue. Alors, que raconte ce texte? Eh bien, dans la mesure où c'est une autobiographie, il raconte ses souvenirs. Et vous voyez bien que dès le début, on a affaire à un auteur qui essaye de se souvenir. Ai-je bien nourri ma mère? Non, pardon. Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien.
quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté, j'ai été beaucoup fouetté. Alors, le texte nous plonge immédiatement donc, dans l'enfance douloureuse du personnage principal, Jacques Vintras, et donc, comme dans une autobiographie classique, le narrateur utilise la première personne du singulier, mais si vous regardez un peu plus bas, en fait, à la ligne 14, lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter », donc à la ligne 14, on découvre que le nom du personnage, Jacques, ne correspond pas à celui de l'auteur, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourtant, au fil de la lecture, on comprend qu'il s'agit bien de la vie de Jules Vallès. C'est donc une autobiographie, on va dire, déguisée. Hein. Un roman autobiographique, c'est une autobiographie déguisée. L'auteur a préféré se cacher derrière un pseudonyme plutôt que de raconter clairement sa vie. Alors, le personnage, ici, est en même temps le narrateur. Hein, on peut parler de narrateur-personnage qui évoque les premiers souvenirs. Donc ce narrateur commence de façon abrupte par deux questions, que l'on appelle des questions rhétoriques, puisqu'en fait il va lui-même répondre à ces questions. Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien. Donc il pose les questions et il apporte les réponses, ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Alors ces deux questions sur son enfance, et ce sont des questions précisément sur son rapport à sa mère. On voit qu'il hésite, il essaie de se souvenir. Ai-je été nourri par ma mère, ou est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Ces hésitations sont propres au récit autobiographique, où la mémoire, souvent faillible et partielle, peut devenir un obstacle. Mais cette question, qui ne concerne apparemment que l'allaitement d'un enfant, hein, puisqu'il parle du sein, cette question, en fait, ne concerne pas que la nourriture. En fait, elle révèle aussi la figure d'une mère incapable d'aimer, incapable de donner. La suite du texte le confirme. Je n'ai pas été, hein, il le dit ici, voilà, je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté, j'ai été beaucoup fouetté. Donc dans cette phrase, les seuls souvenirs dont le narrateur est certain, finalement, sont les coups qu'il a reçus. Et l'auteur crée un effet de chute, ici, en accumulant les participes passés, avec une assonance en « et » ou en « t ». Et donc on a dorloté, tapoté, baisoté, et le dernier, c'est fouetté. Hein, donc l'effet de chute, c'est ça, c'est-à-dire que le dernier terme, finalement, vient créer un moment, en quelque sorte, d'étonnement. Et cette chute, en fait, exprime, avec ironie, et en quelques mots, le destin de Jacques Vintras. Jacques Vintras qui est, en fait, Jules Vallès. Donc on va voir que dans ce texte, il y a beaucoup d'ironie, en fait, et que c'est la façon qu'a trouvé l'auteur finalement de raconter cette enfance douloureuse. Alors, ensuite, ce que l'on va constater tout de suite après, donc ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Mais on constate que la figure maternelle, finalement, la tendresse, va venir de la bonne. C'est elle qui va avoir pitié, finalement, de cet enfant. Et c'est... oui, voilà, c'est Mademoiselle Ballandreau, avec qui il va tisser, en quelque sorte,
un lien de complicité. Alors, regardons le passage en question. Mademoiselle Ballandreau m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi, je crie. Ma mère remercie le soir sa remplaçante. Donc, on voit que Mademoiselle Ballandreau a ce sentiment de compassion pour cet enfant, et elle élabore une sorte de ruse pour que Jacques échappe au fouet. Et en plus, elle lui donne un bonbon, voilà, en me glissant un bonbon en cachette. Donc, le rapport avec cette bonne est un rapport affectif. C'est un rapport finalement maternel. La compassion viendra de la bonne, la complicité viendra de la bonne, et la douceur, finalement, tout ce qui n'a pas reçu, hein, toute la tendresse, en quelque sorte, qu'il n'a pas reçu de sa mère, ni de son père, eh bien, il la reçoit ici de la bonne. Alors, autre chose d'important. En fait, quand on lit le texte, on constate qu'il y a deux voies narratives. Je m'explique. Il y a d'un côté la voix narrative du narrateur adulte, qui évoque son enfance, et d'autre part, celle d'un narrateur enfant qui décrit sa situation au présent. Si vous regardez le premier paragraphe, eh bien, il est écrit au passé composé. Ai-je été nourri par ma mère? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait, etc., etc. J'ai été beaucoup fouetté. Donc, le passé composé, ici, donc c'est le temps qui marque une action accomplie. Ce sont donc des phrases qui sont prononcées par le narrateur adulte qui jette un regard rétrospectif sur son enfance. Mais au paragraphe suivant, hein, donc à la ligne 4, dès la ligne 4, qu'est-ce qu'on lit? Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants. Et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Donc ici, ce n'est plus l'adulte qui parle au passé, et qui se retourne rétrospectivement sur son enfance. En fait, ici, c'est l'enfant qui parle, et qui parle au présent. C'est ce qu'on appelle en fait le présent de narration. Donc c'est la voix de l'enfant, reconstituée certes par l'adulte, qui parle. D'où le temps du présent. Alors, je vous ai parlé de l'ironie, et effectivement, le narrateur a un regard ironique sur l'éducation qu'il a reçue, où le fouet est utilisé comme une sorte d'outil pédagogique quotidien. Tous les matins, il reçoit quasiment le fouet. Et si ce n'est pas à midi, ça sera vers 4 heures. Donc il y a presque des heures dans la journée où il reçoit cette correction et cette violence. Il évoque avec humour cet usage devenu normal et qui permet à la bonne de se repérer dans le temps. Hein, cette mademoiselle Ballandreau, comme elle n'a pas d'horloge, hein, regardez, d'abord elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. V'lin, v'lan, zon, voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Donc ici, le narrateur, l'auteur, évoque cette scène avec un certain humour. Il montre que finalement cet usage est à la fois dramatique, certes, mais qu'il a aussi quelque chose de pathétique, d'humoristique presque. Mais l'ironie et l'humour laissent place à une tonalité plus dramatique. Parce que, effectivement, il s'agit bien d'un enfant battu. Le lecteur éprouve de la compassion pour cet enfant, comme mademoiselle Ballandreau, comme la bonne. Mon derrière lui a fait pitié. Donc on a le terme ici, pitié, dès le début du texte, qui est important. Donc face à cette mère acariâtre et violente, seule la bonne est capable, au fond, d'une complicité
est capable de protéger cet enfant. Alors, le deuxième souvenir, hein, puisqu'il y a 2 souvenirs, le deuxième souvenir a une tonalité beaucoup plus dramatique. Ce souvenir est évoqué avec beaucoup de précision. Voilà, donc ça commence ici. Alors, mon premier souvenir date donc d'une fessée, mon second est plein d'étonnement et de larmes. Et alors, il va raconter dans ce deuxième partie, il va raconter donc le deuxième souvenir. Et il y a beaucoup de détails, en fait, hein, dans cette partie-là. Il s'agit, en fait, d'une scène de famille, apparemment paisible, où le père fabrique un jouet pour son fils. Donc, un jouet, donc on se dit, tiens, une marque d'affection. Et le narrateur souligne, effectivement, l'émotion de l'enfant. Donc, si on lit, donc mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin. Les copeaux tombent, jaunes et soyeux, comme des brins de ruban, etc., etc. Le chariot va être fini. J'attends, donc l'enfant, hein, j'attends tout ému et les yeux grands ouverts. Donc il attend, qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, justement que le père ait fini de sculpter au fond ce petit jouet en bois pour lui. Donc on a l'impression que là, quelque part, se tisse enfin un lien affectif avec un des 2 parents. Mais coup de théâtre, le père se blesse. Il se blesse avec son couteau, et l'enfant est immédiatement tenu pour responsable par sa mère. C'est ta faute. Hein, voilà, je descends un petit peu. Voilà. Voilà, c'est ici, pardon. Voilà. C'est ta faute si ton père s'est fait mal. Hein, donc immédiatement, en fait, l'enfant se retrouve dans une situation de bouc émissaire. Il se retrouve dans cette situation-là, et évidemment, il ne comprend pas, il a 5 ou 6 ans à ce moment-là, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi sa mère lui crie dessus, pourquoi elle le frappe, alors qu'il est totalement innocent, il n'a absolument rien fait. C'est pour ça que, au fond, cette violence est plus grave que dans le premier souvenir. Parce que ce n'est pas une simple fessée. D'abord, le coup est plus violent. Hein, un coup violent m'arrête. Voilà, un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné. L'écume aux lèvres, les poings crispés. Hein, donc ces mots sont très durs. L'écume aux lèvres, ça évoque une sorte de rage. La mère est pleine de haine, finalement, pour son fils à ce moment-là. Elle le chasse en plus dans l'escalier noir en le cognant, hein, en cognant encore sa tête contre la porte. Mais surtout, cette violence s'accompagne en fait d'un sentiment d'injustice et de culpabilité, car l'enfant ne comprend pas. Alors je vous ai mis ici, voilà, en violet, tout le champ lexical du sentiment de culpabilité et d'injustice. Vous voyez que, voilà, l'enfant, dans un premier temps, crie. Je crie, je demande grâce et j'appelle mon père. Je vois avec ma terreur d'enfant sa main qui pend, toute hachée. Alors effectivement, l'enfant a une vue déformée des choses. Sa main n'est pas hachée, il a une simple blessure. Mais il a l'impression que c'est lui qui en est la cause, puisque la mère lui a dit « c'est de ta faute ». Donc, quelque part, il culpabilise immédiatement. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir? On me battra après si l'on veut. Donc il accepte d'être battu, il veut voir son père en attendant. Un peu plus loin, l'auteur et le narrateur nous dit « Je puis avoir 5 ans ». Donc il pense qu'il a autour de 5 ans, et me croit un parricide. C'est-à-dire que l'enfant croit qu'il vient de tuer son père, presque. Hein, parricide, le mot parricide, ça veut dire tuer son père. Donc l'enfant ici est vraiment dans un état de grande détresse, et il croit vraiment que c'est très grave ce qui vient de se passer. Évidemment, la vue du sang le traumatise, et il croit être un parricide. Et ça va aller encore plus loin, puisque l'enfant dit « Est-ce que je n'aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu'il n'eût point mal ?» C'est-à-dire qu'il aurait aimé être à la place, finalement, de son père, et se planter lui-même le couteau dans la main.
ça va jusqu'à un état presque d'automutilation, puisqu'il dit « je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi ». Donc, non seulement il y a un sentiment effectivement de culpabilité, mais l'enfant va jusqu'à se faire mal à lui-même. Pourtant, il y a aussi en même temps un grand sentiment d'injustice, parce qu'il y a un moment de lucidité où il dit « ce n'est pas ma faute pourtant ». Donc il y a un mélange entre un état de culpabilité et en même temps, il se dit « mais pourtant ce n'est pas de ma faute ». Voilà. Pour conclure, à la fin du texte, on a cette phrase « On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu'il faut obéir à ses pères et mères. Ma mère a bien fait de me battre. » Donc ici, on ne sait pas trop si c'est finalement l'enfant qui dit « oui, bon, ma mère a raison de me battre parce que c'est ma mère et parce que c'est comme ça », ou si c'est le narrateur qui finalement dit avec ironie « ma mère a bien fait de me battre ». Donc il est possible ici d'interpréter les choses par l'ironie. Alors, dernier élément important, c'est que, à travers ce deuxième souvenir, c'est aussi l'occasion pour le narrateur de préciser le milieu social défavorisé auquel il appartient. Alors, hop, voilà, je vous ai mis ici en vert les différents éléments qui permettent d'identifier ce milieu social. Donc on est dans une pauvre maison, une maison pauvre, voilà, avec une vieille cheminée. Donc ils essayent comme ils peuvent de se chauffer avec un feu de fagot. Feu de fagot, ça veut dire un feu de petites branches, en quelque sorte. Les planches, c'est-à-dire donc les meubles, sont rongés, sont abîmés. Et pour ce qui est de la vaisselle, il y a quelques assiettes de faïence, et c'est tout. Donc, voilà, un milieu social vraiment défavorisé. Un peu plus loin, l'enfant dit qu'il dort dans un cabinet. Alors le cabinet, à cette époque, ça désigne en fait une petite pièce qui sert en général de débarras. Donc l'enfant dort vraiment dans un endroit, on va dire, à la fois peut-être pas très propre et aussi très petit. Alors je vais essayer de retrouver l'endroit. Voilà, le cabinet, hop, voilà, pardon, le cabinet où je couche. Donc l'enfant n'a pas de chambre évidemment et il dort vraiment dans un endroit vétuste. Enfin, pour finir, le jouet en question, c'est vraiment un modeste jouet puisque c'est un petit objet en bois que tente de fabriquer maladroitement le père avec des copeaux de bois et des rondelles de pommes de terre. Donc on voit que voilà, c'est vraiment un milieu pauvre. Voilà. Donc, voilà pour le premier texte. À lire et à relire. On le comparera ensuite aux deux autres textes, donc, qui sont donc le texte de Pérec et le texte de Nathalie Sarraute. Donc le prochain texte sur lequel nous allons travailler, c'est le texte de Pérec. Et nous allons voir justement les différences entre ce qu'on appelle donc un roman autobiographique, ce qu'on vient de voir là aujourd'hui, et une autobiographie au sens plus strict du terme. Voilà.